Bonsoir. Donc, je m'appelle Loubaba Alaoui Mdghri, je suis la responsable commerciale de la salle des marchés au sein de Tijari Wafa Bank et je serai aujourd'hui votre modératrice pour ce panel autour des conditions économiques au niveau national et international et leur impact sur le marché des changes. On va essayer d'exposer différents éléments durant ce panel et notamment on va finir par les solutions, que ce soit en termes de gestion de risque de change ou de financement de vos opérations à l'international. Alors je vais donner la parole à M. Faisal Ammari, qui est directeur général adjoint en charge des activités de marché et International Group, pour le mot d'introduction. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette édition des CIB Meeting au niveau des activités de marché qui, comme l'a expliqué Loubaba, va essayer de faire un peu le bilan de l'année en termes de marché, mais également de perspectives éventuellement dans un contexte que nous connaissons aujourd'hui qui est de plus en plus évolutif, qui change d'une manière régulière et parfois même surprenante. On le voit à travers les différentes informations qu'on peut voir au niveau géopolitique et qui impactent d'une manière significative les marchés et directement impactent les entreprises au niveau mondial et au niveau marocain, bien évidemment. Alors, dans cet environnement changeant, un partage d'informations au niveau de Tijari Wafa Bank où on a réorganiser les activités de marché des capitaux international afin de les regrouper au sein d'une même entité, donc qui va être nommée marché des capitaux et international. Pourquoi ? Parce que le business du change et le business du trade sont des métiers frères et sœurs, donc c'est des métiers jumeaux. Et dans une perspective de vous accompagner dans cet environnement qui est changeant, apporter une valeur supplémentaire qui soit dans le cadre d'une synergie globale, on espère à travers cette organisation nouvelle être au plus près de vos attentes et de vos besoins. Donc je vais m'arrêter là et je te recède la parole à Loubaba pour la suite. Et encore une fois, merci à toutes et à tous d'être parmi nous. Merci Faisal. Alors, animer ce panel... Bon, pardon. Alors, pour animer ce panel, nous avons 4 experts avec nous. Alors, je vais commencer tout d'abord par M. Sébastien Barbet, qui est Head of Emerging Market Research and Strategy au sein du Crédit Agricole CIB, qui est basé à Paris. Alors, allez-y, je vous en prie. Alors, M. Barbet va nous exposer un peu les conditions économiques à l'international en se focalisant sur les partenaires avec lesquels on échange le plus et voir aussi quel est l'impact de ce contexte nouveau qui est quand même plein de nouveaux événements, de nouvelles configurations sur les marchés de change de pays émergents, tels que le Maroc notamment. Donc, merci, Monsieur Barbet, de votre disponibilité, votre présence. Alors, nous avons également avec nous Monsieur Taha Jaezi, qui est directeur général de Tijari Global Research, qui, lui, va nous faire un zoom sur, et je t'en prie, vas-y, qui va nous faire un zoom sur l'économie marocaine, sur les agrégats marocains, et sur comment, en fait, le Maroc va faire face aux défis économiques qui se présentent sur les prochaines années, notamment avec l'organisation de la Coupe du Monde éventuellement et la CAN. Nous avons également, du point de vue marché, notre experte, Madame Yasmina Bounhal, qui est responsable portefeuille au sein de l'équipe Corporate Trading, j'en prie, et qui, elle, va nous donner une vue sur le mode de fonctionnement du marché de change après les nombreuses réformes qui ont été faites par les régulateurs et faire le lien entre l'économie réelle et le marché de change via une notion que vous entendez certainement très souvent tous les jours avec les corporate traders avec lesquels vous traitez, la notion de liquidité. Donc, et enfin, et pas des moindres, M. Adil Hidji, qui est directeur international et qui, lui, va exposer toutes les solutions et les stratégies mises en place par Tijari Wafa Bank pour vous accompagner dans vos activités à l'international. Donc, je tiens à vous remercier tous les 4 et merci pour votre venue. Oups. Alors... On va commencer notre panel avec une question pour M. Barbet. À l'échelle mondiale, le contexte des marchés évolue vite et les conditions économiques sont de plus en plus volatiles. Alors, quelles sont les nouvelles tendances et les tendances globales que vous voyez aujourd'hui sur l'économie internationale ?
Alors oui, donc on commence par dresser un petit peu le cadre de tous ces changements structurels qui se sont passés ces dernières années et qui continuent de se passer. Peut-être une idée importante, c'est de voir la divergence qu'il y a eu entre les États-Unis et puis l'Europe. On a eu beaucoup de chocs, le choc du Covid, le choc de l'inflation, les taux d'intérêt élevés, le choc énergétique qui est venu de la guerre de la Russie avec l'Ukraine. Et en fait, il y a des réactions assez différentes des États-Unis et de l'Europe. Si vous regardez les deux graphiques qui sont derrière moi, à gauche, c'est le PIB des États-Unis maintenant par rapport à ce qu'il était avant le Covid. Et le graphique de droite, c'est la même chose pour l'Europe. Et on voit vraiment, il y a un contraste qui est vraiment très très spectaculaire. Les États-Unis ont vraiment progressé beaucoup plus que l'Europe. Et c'est dû à quoi? C'est dû à deux systèmes différents et deux manières de réagir qui sont vraiment différentes. En Europe, on s'appuie sur les stabilisateurs automatiques, donc on a des dépenses sociales, etc. Aux États-Unis, on sort les grands moyens. Il y a eu des grands pactes, des grands plans d'investissement, de soutien de la consommation, de soutien du pouvoir d'achat. Et on voit que la partie rose sur le graphique, c'est la consommation privée. Et on voit que ce qui crée la surperformance des US, c'est la consommation privée. Et ça veut dire qu'effectivement, on a un modèle américain qui permet de créer beaucoup plus de croissance que le modèle européen. Deuxième chose peut-être que je voulais mentionner, c'est plus sur l'avenir, c'est le choc qui va sans doute venir de Trump une fois qu'il aura imposé des tarifs. Ça, c'est vraiment un point important. Alors, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire? Moi, je pense que Trump étant Trump, il dit ce qu'il fait. Et du coup, même s'il y a une partie de négociation dans cette posture qu'il a, au bout du compte, on aura des tarifs qui vont être mis sur les importations en provenance des autres pays par les États-Unis. Une bonne manière de voir qui va être impacté le plus, c'est de voir qui a le plus d'exportations vers les États-Unis en pourcentage de son produit intérieur brut. C'est ce que je montre sur ce graphique. À gauche, c'est l'Asie. Très clairement, c'est l'Asie qui va être la plus impactée en termes de tarifs par ce qui se passe en provenance des États-Unis. Mais est-ce que ça veut dire que à long terme, l'Asie va souffrir? Moi, je pense pas forcément. Ça va pousser, je pense, l'Asie à se réorganiser et peut-être à contourner un petit peu les États-Unis pour s'autonomiser un petit peu. Et du coup, ça peut être à double tranchant. Ça va recomposer un petit peu l'économie mondiale, je pense, dans les années qui viennent. Troisième chose que je voulais mentionner, c'est la question de la globalisation. C'est vrai que depuis quelques années, on se dit, ça y est, la globalisation, elle est terminée, on se déglobalise. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, une des manières de l'illustrer, c'est de regarder les investissements directs qui sont faits donc de manière transfrontalière dans le monde en pourcentage du PIB du monde. Et c'est le graphique que vous avez là. On voit très clairement que ça monte très fort, notamment quand la Chine devient un membre de l'OMC. Donc là, c'est la globalisation heureuse, on délocalise en Chine, les coûts salariaux sont moins chers, etc. Tout le monde en profite. Après, on se rend compte que non, ça ne va pas, parce qu'on délocalise, on n'a moins d'emplois en Europe, aux États-Unis, etc. Et en plus, il y a la montée hégémonique de la Chine, et les États-Unis ne sont pas contents de cela. Et du coup, il y a cette remise en cause de la globalisation. Et du coup, le FDI descend de manière très, très spectaculaire en pourcentage de la taille de l'économie mondiale. Est-ce que ça veut dire déglobalisation? Pour moi, pas vraiment. Ça veut dire un changement dans la globalisation. Et peut-être plus qu'on va vers un monde où de plus en plus ce qu'on appelle le Sud global, donc en gros on met de côté les États-Unis et puis l'Europe, va de plus en plus s'organiser entre soi. C'est-à-dire que par exemple la Chine va aller chercher en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud-Est, va investir là-bas directement, va commercer avec ces parties du monde en contournant un peu plus l'Europe et les États-Unis. Donc il faut faire attention à cela. Je pense que c'est une émergence du Sud global qui a été accélérée par les derniers changements structurels qu'on a eus dans l'économie mondiale. Peut-être le dernier point, parce que je ne voudrais pas prendre trop longtemps sur cette première question. Vous êtes dans les temps. Super. Pas. Donc le dernier point, c'est la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce qui va se passer quand Trump va se désengager partiellement? Parce que c'est quand même l'idée. En gros, Trump, c'est un businessman. Il veut que l'argent des Américains revienne aux Américains. Et il veut que les Européens payent pour leur défense. La question, c'est est-ce que les Européens sont prêts à remplacer les États-Unis au pied levé? Il y a quand même des efforts qui vont dans ce sens. Mais quand on regarde les montants d'aide militaire, alors par exemple, vous pouvez regarder le graphique qui est en haut à droite. C'est toutes les dépenses militaires depuis le début de la guerre en Ukraine par pays. Donc par exemple, États-Unis, c'est à droite, 65 milliards. C'est que l'aide militaire, pas l'aide humanitaire, pas l'aide financière. Parce que là, les Européens sont assez forts. Mais sur l'aide militaire, c'est vraiment les États-Unis qui ont donné la moitié de toutes les dépenses militaires depuis le début, l'aide militaire depuis le début de la guerre.
Alors peut-être que ça ne va pas aller à zéro l'année prochaine, mais Trump va réduire. Est-ce que les Européens vont pouvoir se mettre d'accord ? Je pense qu'on ne sait pas encore. C'est un gros point d'interrogation, mais moi, mon identité d'Européen me dit qu'on est des pays qui, finalement, arrivons à agir quand il y a des crises, mais le process pour arriver à se mettre d'accord est souvent long, tumultueux. En Europe, il y a des pays qui sont plus en ligne avec Poutine, par exemple Orban. Il y a des pays qui sont beaucoup moins en ligne avec ça. Et pour se mettre d'accord, est-ce que l'Allemagne, les pays du Nord qui sont un peu plus riches vont accepter de payer, d'émettre des bonds globaux européens pour payer pour les dépenses militaires ? Moi, je pense que finalement, ça se fera, mais ça va prendre du temps. Et dans l'intervalle, ça ouvre un espace de risque géopolitique dont, je pense, l'Europe risque de pâtir en termes de volatilité. Donc ça, c'est aussi, je pense, un élément structurant pour 2025 auquel il faut se préparer. Et au Maroc, vous êtes quand même assez proche de cet environnement européen. Et donc, à mon avis, vous sentirez des ondes venir de ce problème-là. Très bien. Alors, de manière plus micro, quelles sont les régions ou les secteurs qui vont driver la croissance mondiale dans les prochaines années, à moyen terme, et comment le Maroc, un pays émergent, pourrait en profiter ? Alors, pour répondre à cette question, on peut essayer de regarder la croissance dans les 5 prochaines années, où est-ce qu'elle aura lieu. Donc là, j'ai repris, pour être un petit peu neutre, les prévisions du FMI. Et sur ce graphique, vous avez donc la croissance moyenne dans les prochaines années par zone. Et on voit très clairement qu'il y a 2 régions qui se dégagent. C'est l'Asie, qui continue à être le pôle de croissance mondiale le plus fort. Et puis deuxièmement, on a quand même l'Afrique qui reste relativement importante du point de vue de la croissance. Mais comme l'Afrique, en termes de masse économique, est beaucoup plus petite que l'Asie, et puis aussi en termes démographiques, je vous rappelle que dans l'Asie, on a l'Inde, on a la Chine, on a l'Indonésie qui pèse très très lourd. Du coup, si on va chercher les dollars supplémentaires créés au cours des prochaines années, en fait, c'est ce second graphique où là, je montre tous les dollars supplémentaires, donc en milliards de dollars, qui vont être créés dans les 5 prochaines années. Donc pour le monde, c'est à peu près 30 trillions. 55%, c'est les marchés émergents, 45%, c'est les marchés développés. Et vous voyez que l'Asie émergente, la Chine sont vraiment les régions, les pays qui vont créer le plus de richesses. Alors le Maroc, je l'ai mis par comparaison, c'est tout à fait à gauche, forcément, puisque 36-37 millions de personnes, si je ne me trompe pas. Forcément, on ne va pas peser aussi lourd que l'Inde ou que la Chine. Mais je l'ai mis à dessein parce que l'Afrique subsaharienne, si vous voyez, c'est en 5e position à partir de la gauche. Donc beaucoup plus petit que l'Asie, bien sûr. Mais comme je sais que votre banque est de plus en plus présente en Afrique, je pense que c'est important de montrer que pour le Maroc, effectivement, à mon avis, c'est une opportunité. Parce que c'est 10 fois, les dollars créés en Afrique subsaharienne sont 10 fois les dollars créés au Maroc. Et donc, effectivement, ça vaut la peine d'aller chercher ces dollars-là, je pense. Et si je comprends bien aussi, au Maroc, les institutions financières, notamment la vôtre, essayent un peu de faire le hub financier entre l'Asie et puis l'Afrique. Et du coup, voilà, de mon point de vue, c'est plutôt une stratégie, bon je dis pas ça parce que vous m'avez invité à parler bien sûr, hein, mais c'est plutôt une stratégie qui pour moi fait du sens, parce que c'est vrai que l'Afrique c'est une zone intéressante, mais c'est vrai que c'est un investissement d'assez long terme. Mais du coup ça peut être intéressant de leverager la présence et la volonté notamment chinoise et asiatique en général d'être plus présent avec le Sud global et notamment l'Afrique pour essayer de servir de hub. Hein. Donc voilà, je pense que c'est une des manières, l'Asie-Afrique on va dire, c'est un horizon qui est vraiment intéressant pour certains pays émergents, pas simplement pour le Maroc, pour d'autres pays, ça peut être la Turquie, etc., ou le Moyen-Orient. Mais voilà, à mon avis, c'est une perspective intéressante. Très bien. Alors, dans ces conditions et dans ces circonstances, comment vous voyez l'évolution en fait des perspectives économiques dans le monde et comment ça va impacter le marché d'échange, notamment l'euro-dollar, qui est un sujet qui nous concerne de manière très directe? Alors, c'est vrai que ces gros changements dont j'ai parlé, notamment les glissements géopolitiques, les gros chocs qu'on a eus, ça a déjà impacté un petit peu l'euro. On voit quand la question de Trump, la question des tarifs, la question de la guerre en Ukraine, la question de toutes les dérives et les changements politiques, notamment qu'on a en France en ce moment, hein, le fait qu'il y a un gouvernement enfin on n'a plus de gouvernement, enfin il y en a un mais il ne va pas rester très très longtemps. Et du coup, le déficit budgétaire devient aussi une question. Hein, comment le contrôler quand on n'a pas un gouvernement en place qui bénéficie d'un fort soutien du Parlement? Bon. Est-ce que ça va envoyer l'euro sous la parité? C'est une question qu'on peut se poser, par exemple. Nous, on en discute beaucoup dans l'équipe de recherche de Crédit Agricole CIB.
nous, ce qu'on se dit, c'est pas forcément. Moi, je suis un peu plus pessimiste que la moyenne de mes collègues, on va dire, mais nos prévisions officielles, c'est que beaucoup de choses sont déjà pricées. Et notamment, j'attire votre attention sur le graphique qui est à droite. C'est un graphique qui montre une très bonne corrélation qu'il y a entre le cours de l'euro-dollar, donc là c'est la courbe verte, non pardon, c'est la courbe noire, et puis la courbe verte, c'est le différentiel de taux d'intérêt entre les taux à 2 ans européens et les taux à 2 ans américains. Et c'est vrai que depuis 2020, c'est assez impressionnant la manière dont ça fonctionne bien. La fin de la courbe, ce sont nos prévisions sur les taux de swap à 2 ans, Europe et États-Unis. Et donc du coup, nous, ça nous conduit à nous dire l'euro a quand même de fortes forces de résistance qui vont le retenir, peut-être de chuter jusqu'à la parité et d'aller au-dessous. Ça, c'est si on considère les aspects financiers. Je pense qu'il faut aussi considérer l'aspect géopolitique et se dire que si effectivement il y a une grosse faille qui s'ouvre avec le retrait du soutien américain à l'Ukraine, des difficultés en Europe de coordination pour se mettre d'accord pour remplacer les États-Unis, peut-être que là, on peut avoir de manière temporaire un euro qui se rapproche de la parité. Pour moi, ça n'est pas impossible, même si nos prévisions officielles, qui prennent plus en compte les facteurs vraiment financiers et taux d'intérêt, sont pour une remontée de l'euro et peut-être une redescente après, mais on ne passe pas durablement en dessous de 1,04, 1,05 en 2025. Pardon. D'accord, donc ce qu'on doit retenir, c'est qu'on aura un euro-dollar en moyenne aux alentours de 1,05 tout au long de 2025. Quelque chose comme ça, peut-être un petit peu au-dessus dans l'intervalle et qui redescendra dans ces niveaux-là après. Très bien, merci beaucoup. Alors une fois qu'on a vu un peu les conditions économiques à l'échelle internationale, on va essayer de zoomer sur le Maroc du point de vue économique. Donc je me tourne vers Taha. Alors aujourd'hui, quelles sont en fait les tendances qui influencent le plus l'économie marocaine et comment on peut capter tout le potentiel de croissance qui existe aujourd'hui au niveau international? Merci déjà pour l'invitation. J'ai suivi avec attention, avec un fort intérêt, l'intervention de M. Barbet et je retiens 2 mots-clés. Le premier, c'est tension géopolitique. Le deuxième, c'est déglobalisation. Et je vais rajouter un 3e mot-clé, justement pour faire le lien avec le cas du Maroc, c'est la sécurité énergétique. Et je pense que ces 3 tendances lourdes, ils vont être soutenues de manière assez importante en 2025 par 2 principaux facteurs. Le premier, c'est la multipolarité. C'est qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une divergence flagrante des visions au sein des grandes puissances économiques, à savoir la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Union européenne. Et parallèlement, on a aussi une divergence au sein des grands pays émergents. Donc les grands pays émergents, ils ne s'alignent pas sur une puissance économique particulière ou sur un bloc particulier. Donc eux aussi, ils ont des visions un peu divergentes. Et cette divergence va être vraiment une source qui va alimenter justement les tensions géopolitiques en 2025. Le deuxième facteur, je pense, c'est les conséquences de la plus grosse année électorale de l'histoire de l'humanité. C'était en 2024. Plus de 74 pays ont été concernés par des élections. C'est plus de la moitié de la population. Et globalement, les résultats de ces élections, je pense, ils favorisent plus ou ils plaident plus pour une montée du protectionnisme économique ou une orientation de coopération spécifique au niveau du monde. Et donc, je pense que la traduction de cette montée du protectionnisme, elle va se traduire par un interventionnisme plus marqué des États. Les États, ils vont prendre des choses en main et justement sur des sujets spécifiques tels que la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, les politiques climatiques et aussi justement au niveau de certains sujets d'énergie. Et donc justement, pour faire le lien avec le Maroc, je pense que le Maroc, il ne va pas forcément profiter d'une dynamique de croissance spécifique au sein d'une région ou d'une autre, mais plutôt il va profiter plus de la reconfiguration de certains secteurs à l'échelle internationale sous l'effet des tensions géopolitiques et des conséquences des tensions géopolitiques. Et là, j'ai un exemple assez intéressant que je voudrais partager avec vous, c'est le secteur maritime. Lorsqu'on analyse un peu le secteur maritime à l'échelle mondiale, c'est un secteur qui sous-performe la croissance économique depuis 2018. On est sur des taux de croissance de 2%, alors que l'économie mondiale elle fait du 3%. Mais si on regarde par rapport au Maroc, c'est un secteur qui croît à un rythme 3 fois plus rapide que l'économie.
Donc le secteur maritime au Maroc, il fait une croissance depuis 2018 de 10%, contre une croissance économique de 3%. Donc là, la conclusion, c'est que le Maroc, il ne tire pas profit de la dynamique du commerce international, puisqu'il sous-performe la croissance mondiale, mais plus il tire profit de la restructuration des échanges qui se fait au niveau mondial et qui profite au Maroc. Et donc ces restructurations des échanges et des lignes maritimes, c'est des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est des conséquences de la modification des chaînes d'approvisionnement post-Covid, c'est les conséquences de l'instabilité au niveau de la mer Noire et au niveau aussi du canal du Suez. Et donc tous ces éléments-là bénéficient aujourd'hui au Maroc. Et dans ces conditions-là, le Maroc, il propose, on va dire, des alternatives économiquement viables, que ce soit au niveau du commerce international et au niveau du continent africain, grâce à des ports mondiaux qui ont des positionnements stratégiques. Et là, je vais donner 3 exemples. Tanger Med. Vous imaginez qu'en l'espace de 4 ans, c'est-à-dire 4 ans après l'inauguration de Tanger Med 2 en 2019, Tanger Med est devenue la première plateforme de conteneurs au niveau du bassin méditerranéen, avec une capacité de 9 millions de conteneurs par an. Le port il a intégré le top 20 mondial du trafic traité. Il est classé premier port européen, premier port africain et le numéro 4 mondial en termes d'efficacité opérationnelle. Donc concrètement, Tanger Med, selon les estimations, il est 20% moins cher que ses principaux rivaux au niveau du bassin méditerranéen, ce qui lui permet naturellement d'attirer les flux maritimes et d'être une alternative par rapport à ce qui se passe dans le monde. Le deuxième port, c'est Nador West Med. C'est la continuité de l'offre de Tanger Med, puisque Tanger Med il tourne maintenant à plein régime, sur une capacité de 9 millions. Aujourd'hui, Tanger Med il traite 8,6 millions de conteneurs par an en 2023. Et là, en 2024, la croissance elle est encore plus importante. Donc ça va permettre, c'est la continuité de l'offre. Mais ce que nous, on voit en Nador West Med, c'est il est en phase de devenir, on va dire, le nouveau Rotterdam de l'Afrique de l'Ouest et du bassin méditerranéen. Pourquoi ? Parce que c'est un port qui est axé sur les produits pétroliers. Et la capacité de traitement de Nador West Med, il peut traiter jusqu'à 20 millions de tonnes d'hydrocarbures. C'est 3 fois la consommation du Maroc. Et donc, du coup, Nador West Med, il peut offrir aujourd'hui, grâce à sa capacité importante de traitement des hydrocarbures, des silos de stockage aux transporteurs maritimes à l'échelle internationale. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'offre Nador West Med ? Il offre une solution, une alternative pour diversifier les sources d'approvisionnement, parce que c'est une problématique liée aux différentes tensions qui existent dans le monde. Il offre une sécurité de stockage pour les pays qui souhaitent stocker une partie du carburant au niveau de cette région-là, qui est relativement stable. Et donc, du coup, c'est un positionnement qui lui permet aujourd'hui de faire le même track record que Tanger Med. Et puis, le troisième port, c'est Dakhla Atlantique. Dakhla Atlantique, en 2028, il sera en phase d'être la principale porte portuaire de l'Afrique sur l'océan Atlantique. Et donc, ce port-là, il va profiter de 2 leviers. Le premier, c'est qu'il va être le principal port à travers lequel ça va transiter les produits énergétiques verts, principalement au niveau du sud, parce que l'essentiel des produits énergétiques verts sont logés au niveau du sud. Et dans le cadre de l'offre hydrogène vert du Maroc, le port il sera en mesure de satisfaire dès 2029 5% de la demande mondiale en termes d'hydrogène vert. Donc c'est un positionnement qui est très fort et qui profite justement de la reconfiguration, on va dire, du paysage géopolitique. Et puis le deuxième facteur, qui est un peu sous-estimé, mais l'impact va être très important, c'est le déploiement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un projet qui est très ambitieux, qui va intégrer les marchés africains pour constituer la plus vaste zone de libre-échange au monde.
C'est 47 pays africains qui ont ratifié le traité. C'est 1,2 milliard d'habitants. C'est 3,5 trillions de PIB, de dollars, qui est amené à doubler lors des 2 prochaines décennies. Et donc l'objectif de la ZLECAf, c'est le principal objectif, c'est de faire monter l'Afrique dans la chaîne de valeur mondiale. Aujourd'hui, l'Afrique, elle représente moins de 3% dans la production mondiale, alors que l'Asie représente plus de 40%, l'Amérique latine 25%. Donc aujourd'hui, la ZLECAf, à travers cette intégration, c'est de monter dans la chaîne de valeur en captant plus de valeur ajoutée. Et donc, cette création de valeur, cette montée dans la chaîne de valeur mondiale, elle va être captée via ce port qui va jouer un rôle, on va dire, crucial entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Donc, pour résumer, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, le Maroc, on peut plus profiter des changements, on va dire, géopolitiques qui peuvent avoir un impact beaucoup plus important qu'une dynamique de croissance sur un secteur ou sur un autre. Très bien, c'est bien clair. Et en termes plus macroéconomiques, comment évoluent les agrégats économiques du Maroc, notamment ceux qui sont en lien avec les échanges avec l'économie mondiale? Je peux vous dire que si je suis amené à résumer en un seul mot le contexte économique dans lequel évolue le Maroc, je dirais résilience. Et cette résilience-là, elle peut être, on va dire, justifiée par 4 principaux indicateurs. Le premier, c'est la croissance. Donc, depuis le choc Covid, le Maroc affiche une croissance certes modeste, mais régulière. Et ce qui est intéressant au niveau de ce profil de croissance, c'est que nous assistons à une dépendance dégressive vis-à-vis de la composante agricole, qui est par nature très volatile. Et dans le même sens, nous avons une montée en charge constante de la composante non agricole. Et cette configuration, elle permet au Maroc aujourd'hui de mieux résister au choc de sécheresse par rapport aux années précédentes. Ça, c'est un point important. Par rapport aux prévisions, je pense que les prévisions sont favorables, sont positives. On est sur une croissance de 4,6% en 2025. Et c'est du jamais vu que le Maroc puisse faire 4,6% après 3,3%. Donc faire ce niveau de croissance après une croissance de 3,3%, je pense que c'est une situation assez atypique qui reste au-dessus de la croissance mondiale, qui reste supérieure aux prévisions des institutions à l'international, mais elle est peut être justifiée par 3 principaux arguments. Le premier argument, c'est l'effet de base qui est de la campagne agricole, qui est trop bas. On a réalisé la plus faible année agricole de l'histoire, je pense, sur la dernière décennie, en 2000, l'année dernière. C'était aux alentours de 30 millions de quintaux. Donc aujourd'hui, avec les taux de remplissage des barrages, on peut faire mieux. Et donc la composante agricole va contribuer positivement entre 8 à 10% de hausse au niveau du PIB. Le deuxième argument, je rejoins M. Barbet, c'est la demande à l'international, notamment de l'Europe, des États-Unis, des pays partenaires, notamment liée à le redressement économique et les perspectives économiques au sein de ces pays-là, mais aussi par rapport à la politique monétaire accommodante qui aujourd'hui favorise et stimule plus la croissance au niveau des pays partenaires. Et le troisième argument, qui est le plus important, c'est la dynamique d'investissement. On est sur des niveaux records jamais vus en termes d'investissement public, et ça sera vraiment le principal driver qui va un peu booster la demande interne via l'investissement public. Donc ça, c'est du volet de croissance. Volet réserve de change. Les réserves de change, c'est des réserves qui sont soutenues justement par le commerce externe et par les agrégats du commerce extérieur. Et je dirais qu'aujourd'hui, les réserves de change, c'est le principal, on va dire, argument de crédibilité des pays africains. Aujourd'hui, si on n'a pas des réserves de change solides, on ne peut pas sortir à l'international, on ne peut pas lever, on va être vraiment massacré si on sort pour faire une émission en devise. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on voit ces réserves de change-là, c'est des réserves qui ont bénéficié de la bonne dynamique à la fois des recettes touristiques, qui connaissent des niveaux records, à la fois des transferts MRE qui sont sur des niveaux records, et à la fois au niveau des exportations qui bénéficient des politiques qui ont été menées par le Maroc au cours des dernières années et qui aujourd'hui donnent leurs fruits. Et donc l'offre exportable du Maroc au cours des dernières années, elle est en train de s'améliorer et de renforcer justement ces réserves de change.
Et donc, ces réserves de change vont permettre 2 points forts pour le Maroc. Le premier, c'est de stabiliser le dirham durant les phases d'instabilité, durant les phases de turbulence. On a vu que les pays africains et comparables qui souffrent toujours des tensions inflationnistes, ce n'est pas lié au renchérissement des matières premières, mais c'est lié plus à la dépréciation de leur monnaie, qui a amplifié le choc inflationniste. Aujourd'hui, le Maroc, grâce à ces réserves-là, l'effet liquidité, il soutient positivement, on va dire, la parité du dirham par rapport aux principales devises. Et puis le deuxième point fort de ces réserves de change, c'est la sortie à l'international. Donc aujourd'hui, le Maroc, la sortie, elle est inévitable pour pouvoir financer cet effort d'investissement. Et je pense qu'aujourd'hui, il va sortir dans des conditions relativement favorables, avec des politiques monétaires accommodantes, une baisse des taux à l'international, et avec une qualité de signature qui est solide. Le troisième point, c'est l'inflation. L'inflation aujourd'hui, ce qui est important, pour faire rapidement, ce qui est important au niveau de l'inflation. C'est dans les temps. Donc l'inflation, l'évolution de l'inflation, c'est une évolution rassurante. On est passé d'un pic de 10% en février 23. Là, on est en train de décélérer. Mais ce qui est important, c'est les anticipations inflationnistes. Parce que les anticipations inflationnistes, ils impactent à la fois les décisions d'investissement des entreprises. On ne peut pas investir si on a des inquiétudes sur l'évolution de l'inflation future et sur les exigences de rentabilité des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, lorsqu'ils ont des anticipations haussières, automatiquement, ils vont relever leurs exigences, que ce soit au niveau des bailleurs de fonds, on va dire, à l'international ou locaux. Et donc, aujourd'hui, dans ce sens, la Banque centrale, elle a émis des signaux rassurants dans ce sens, avec des prévisions d'inflation autour de l'objectif de 2% sur les 2 prochaines années, et aussi avec une politique monétaire accommodante qui laisse aujourd'hui présager une baisse du taux directeur, au moins sur les 2 prochains trimestres. Donc nous, on croit en une baisse du taux directeur, au moins une baisse sur les 3 prochains trimestres. Donc voilà, côté inflation, côté finances publiques, on a une tendance baissière du déficit budgétaire. On est revenu de loin, on était à 7% post-Covid, là on revient à 4% en 2024, avec une prévision de 3,5% en 2025. Et ce qui est intéressant au niveau des finances publiques, qu'est-ce qui permet justement de soutenir les finances publiques? C'est essentiellement les recettes fiscales. Et là, il y a un sujet au niveau des recettes fiscales, parce que les recettes fiscales, le taux de croissance annuel moyen 24-25, c'est autour de 12%, alors que les dépenses publiques autour de 9%. Et donc, ici se pose un sujet, c'est que logiquement, on ne peut pas soutenir une hausse des recettes fiscales de 12% alors que la croissance économique est autour de 4%. La pression fiscale, c'est un sujet. Donc la soutenabilité, nous on pense qu'aujourd'hui l'État, elle joue sur l'assiette, sur la base, qui aujourd'hui lui offre une marge de progression intéressante. Avec les réformes fiscales qui ont été élaborées entre 2022 et 2025, l'État a les capacités de continuer à faire des hausses soutenues de ses recettes fiscales, pas en allant taxer, on va dire, la même base, mais en élargissant un peu la base des contribuables via la digitalisation, via l'intégration on va dire, du marché informel. Et là, on a une marge. On a quand même une marge intéressante pour pouvoir élargir de manière assez intéressante cette base-là. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, si on voit un peu l'ensemble de ces éléments-là, c'est des éléments qui plaident pour la résilience. Et aujourd'hui, le Maroc, il joue sur ces avantages-là, cet avantage de la résilience. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'investisseur, il est plus sensible par rapport aux économies qui offrent des profils réguliers, avec des fondamentaux solides, plutôt que d'aller sur des zones où il y a une forte volatilité. Et donc, le Maroc, il capitalise sur cette résilience pour à la fois attirer les investisseurs long terme, qui sont vraiment sur des visions, on va dire les pays comme la Chine, qui sont vraiment dans des projets long terme de développement, et pour nouer des partenariats. Les partenariats qui ont été noués avec le Maroc, c'est grâce à sa résilience, grâce à sa stabilité qui a été prouvée lors des dernières années. Et donc là, les partenariats avec les Émirats arabes unis et la France sont des exemples concrets de cette orientation du royaume.
Très bien. Mais alors, en quelques mots, par contre, quels sont les drivers de la croissance marocaine dans les prochaines années? Voilà, donc pour être rapide, S'il te plaît. aujourd'hui nous vivons un cycle historique. C'est un cycle historique, je pense, qui peut être une fois sur un siècle. Donc on est sur des niveaux d'investissement records, jamais observés par le passé. Et donc c'est un cycle qui est très, très soutenu, à la fois au niveau de l'investissement public, puisqu'on est sur des niveaux annuels de 325 milliards par rapport entre 2023 et 2025, par rapport à des niveaux de 217 milliards de dirhams au cours des 5 dernières années. Donc c'est des niveaux assez soutenus. Et récemment, on a eu des discussions avec les top management des principales banques cotées pour discuter un peu des projets à financer. Et selon eux, aujourd'hui, si on identifie les principaux projets qui ont été communiqués ou bien qui sont dans le pipe, on est sur une enveloppe d'investissement cumulée entre 2023 et 2030 de 100 milliards de dirhams. De 1000 milliards de dirhams, pardon, 100 milliards de dollars. On est sur 1000 milliards de dirhams. Et pour vous donner juste un ordre de grandeur, donc le budget de ces investissements-là, ces 1000 milliards de dirhams, c'est équivalent à l'encours total des crédits bancaires au Maroc, au niveau du Maroc. Juste pour vous donner un ordre de grandeur sur la particularité de ce cycle et l'intensité de ce cycle d'investissement. Et donc par rapport à ce volet se posent deux questions. C'est comment financer tout ça, et est-ce que tout ça risque de dégrader justement les finances publiques. Donc pour aller rapidement, au niveau des finances publiques, je pense qu'on a des signaux rassurants. Que ce soit au niveau d'endettement public, le poids de la dette externe qui représente 25% de la dette du Trésor, on est sur des niveaux de taux d'endettement de 70% qui sont globalement corrects par rapport à la tendance mondiale. Donc il n'y a pas de sujet, on va dire, critique ou alarmant. Par contre, il y a un sujet sur les PPP. Aujourd'hui, l'État, il est conscient qu'il ne peut pas aujourd'hui financer tout cet effort-là par lui-même. Donc il est obligé de faire appel au privé. Et là, il y a une donnée assez intéressante qui a été communiquée, c'est de faire passer le poids de l'investissement privé dans l'investissement public global de 1/3 à 2/3. Et ça, c'est un vrai challenge parce que cela nécessite une charte d'investissement qui soit attractive, nécessite des partenariats entre des pays, entre des partenaires solides pour pouvoir arriver à ce volet-là. Mais je pense que pour terminer, le principal challenge, ce n'est pas au niveau macro, c'est au niveau micro. Parce que la question qui se pose, c'est comment les entreprises marocaines vont gérer cette phase de croissance qui est inhabituelle. Et donc, si on voit l'expérience de l'Asie durant les années 90, où il y avait la fameuse crise, si on regarde un peu l'Afrique du Sud juste avant la Coupe du Monde, si on voit le secteur immobilier au Maroc il y a une décennie, on voit que la croissance peut constituer un piège pour les entreprises qui vont mal la gérer. Et donc ça, c'est une question, la gouvernance des entreprises est très importante parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être drivé par de la croissance, mais il faut plus être drivé par de la marge et de la génération du cash. Parce que le scénario qui va venir, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les choses vont bien, tout le monde paie en règle, l'État, elle paie dans les délais, mais à compter de 2026, ça serait bien de faire un stress test et voir si jamais il y a un rallongement des délais de paiement de la part de l'État ou de la part des principaux donneurs d'ordre. Est-ce que les entreprises auront la capacité de faire face à un rallongement des délais de paiement sur des projets aussi importants? Et là, c'est une question importante. Il faut se préparer à des stress tests comme ça et voir à ce que les niveaux de marge que me génèrent les projets actuels, est-ce que la génération de cash que me génèrent les projets actuels peuvent couvrir un éventuel rallongement des délais qui peut se faire à compter de l'année prochaine ou 2026. Et donc la question de la gouvernance devient beaucoup plus critique que le volet macro. La rentabilité. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait le lien entre l'économie internationale et l'économie nationale? C'est le marché d'échange. C'est par là où passent tous les flux. Et donc là, je me tourne vers toi, Yasmina. Si tu peux nous parler un peu de toutes les réformes qui ont été entreprises et de leur impact sur le fonctionnement du marché d'échange et les nouvelles spécificités qui apparaissent. Parfait.
Alors, merci déjà Loubaba pour la question. Donc, différentes mesures et directives ont été adoptées les 20 dernières années pour déjà stabiliser le régime du change marocain et lui permettre de contrer les différents chocs exogènes, tout en lui permettant une certaine flexibilisation et un assouplissement justement des échanges extérieurs, tant pour les opérations courantes que pour les opérations financières. Donc ce changement, on va dire qu'on a ressenti une accélération de ces réformes depuis les 10 dernières années, notamment en 2015 avec la révision des pondérations du panier à 60% en euros et 40% en dollars, tout en maintenant des bandes de fluctuation à plus ou moins 0,3%. Ce qui signifie en gros que les devises contre dirham dépendaient principalement de l'effet panier. Alors c'est à partir vraiment de 2018 que le Maroc va justement entamer une phase, on va dire, une transition plutôt volontaire et graduelle d'un régime de change fixe vers un régime de change un peu plus flexible, à travers un premier réaménagement de panier, à travers un premier élargissement plutôt de la fourchette, donc à plus ou moins 2,5%. Et justement, l'objectif étant de garder une stabilité au sein du marché, tout en laissant une certaine flexibilité, on va dire, face justement aux évolutions des marchés internationaux. Ces mesures, on peut dire que en fait, cette première phase a été accompagnée par un certain nombre de mesures qui visent justement à améliorer, on va dire, le mécanisme de formation des prix en local et également à dynamiser le marché interbancaire, à créer vraiment on va dire, plus de liquidité en local. Et justement, c'est là où on a vu l'introduction du statut teneur de marché. Et il y a eu également un autre élément très important à cette période-ci, c'est l'introduction de la notion de cours fixing. Il s'agissait d'un cours qui était publié à 12h30 et qui était basé sur la moyenne des cotations interbancaires pendant un laps de temps de 5 minutes. Et c'était un screenshot toutes les 15 secondes entre midi 12 et midi 17 et pour une publication à 12h30. Donc, une fois justement qu'on a passé cette phase, que la Banque centrale a senti que les opérateurs avaient apprivoisé ce mode de fonctionnement, ils sont passés à une seconde phase avec un second élargissement des bandes de fluctuation à plus ou moins 5%. On est resté, on va dire, sur les mêmes conditions de marché qu'auparavant. Et on peut considérer qu'aujourd'hui, Banque Maghreb continue de peaufiner sa stratégie et son approche avec une nouvelle mesure, ou plutôt une modification pour laquelle elle a opté en ce début d'année, à savoir la suppression de ce fameux cours fixing, au profit justement d'un nouveau cours ou d'un nouveau cours de référence qui cette fois-ci, lui, est publié en fin de journée à 16h15 et qui est basé sur la moyenne des cotations interbancaires tout au long de la journée, donc de 8h15 à 15h30, pondérées par les volumes. L'idée justement aujourd'hui, c'est d'avoir davantage en fait une vision, on va dire, plus réaliste de l'évolution de la liquidité et des cours devises contre MAD durant toute la journée. Et tout cela est pondéré par les volumes traités. Très bien. Voilà. Donc, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un cours c'est un cours de référence qui est uniquement basé ou plutôt qui vise à justement valoriser les positions comptables et non pas à être une référence pour traiter une opération. Et justement, ça a été l'objectif aujourd'hui à travers ce nouveau cours fixing. Très bien. Alors, on va essayer de passer, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors aujourd'hui, on voit que justement donc avec l'ensemble de ces réformes, il y a eu vraiment une espèce on va dire qu'aujourd'hui les devises toutes les devises contre MAD sont basées davantage sur cet effet de liquidité plutôt que sur l'effet justement panier que l'on avait auparavant. Donc aujourd'hui, si on regarde l'historique des fluctuations de ce spread de liquidité, on constate qu'il n'a touché qu'à 2 reprises les bandes de fluctuation. Alors, il l'a touché une première fois au 3e trimestre 2021,
où on est allé chercher la bande inférieure figée à moins 5%, et ceci grâce à une bonne tenue des recettes MRE et à une hausse des exportations par rapport justement aux importations à ce moment-ci. Par la suite, on va aller chercher la bande supérieure à plus 5% au quatrième trimestre 2022. Et cette fois-ci, justement, ça s'explique par une hausse des matières premières qu'on a vécue en 2022 et également par une baisse relative des exportations, notamment les exportations liées au secteur des phosphates et de ses dérivés, qui avaient connu une baisse au même trimestre. Alors, depuis l'année 2023, on sent qu'il y a une certaine détente au niveau de cette liquidité. Et donc, le marché a commencé à se détendre au fur et à mesure pour aller chercher un niveau autour du mid. Alors, on peut voir que le marché, des fois, baisse jusqu'à moins 1,5%, voire moins 1 ou moins 1,5%, donc en prévision de la campagne estivale. Et peut aussi se resserrer de temps en temps pour aller chercher les plus 1 ou plus 2%, dans le cas, par exemple, d'une pression sur les importations ou encore en prévision d'une opération exceptionnelle, notamment les opérations en capital. Alors, si on regarde maintenant le graphe à droite, donc justement ce qu'on vient de dire, c'est que ce spread de liquidité prend davantage de poids. L'idée est de voir un petit peu la volatilité de ce spread liquidité et de ce spread panier vis-à-vis de ces fameux cours de référence, ou plutôt des cours de devise contre dirham. Et on va constater que la volatilité de ce spread de liquidité a été quand même relativement importante post-élargissement en 2020, où beaucoup d'opérateurs se sont positionnés sur le marché et donc ont créé plus de volatilité côté liquidité, d'une part, et on le voit d'autant plus lors de l'année 2022, où vous voyez la courbe grise qui dépasse largement la courbe violette, et donc avec des pics de volatilité de liquidité à plus de 8%, versus une volatilité panier autour des 6,5%, ce qui signifie en gros que les cours de sortie de devises contre dirham étaient principalement drivés par la loi de l'offre et la demande, tout simplement, qui est matérialisée par cette liquidité. Alors, juste pour revenir un petit peu à ce que l'on a évoqué auparavant, donc à ce fameux changement en 2024 sur ce cours de référence, donc on a essayé un petit peu d'analyser, de voir l'écart justement entre ce nouveau cours de référence qui est publié en fin de journée et un cours dans la journée, donc notamment celui de 12h30. Alors, à noter qu'on aurait pu choisir un autre cours dans la journée. Bon, on a choisi celui de 12h30, et on constate quand même qu'il y a certains écarts qui se creusent et qui peuvent dépasser les 4 pour 1000, et qui viennent justifier en fait que ce cours de référence matérialise justement la dispersion des flux que l'on a tout au long de la journée. Et donc, c'est ce qui va créer cet écart-là. Et que ce soit en termes de liquidité ou en termes d'effet panier. Donc, quand on parle d'effet panier, c'est-à-dire euro-dollar. Alors, maintenant, si on va éliminer, on élimine cet effet, justement, panier, que l'on se concentre sur l'effet liquidité, et que l'on venait à comparer la liquidité de ce fameux cours de référence avec la moyenne des liquidités des cours marchés tout au long de la journée. Alors, pour information, on a pris des cotations toutes les 30 minutes pour pouvoir calculer cette fameuse moyenne de liquidité quotidienne. Et on constate également qu'il va toujours y avoir des écarts qui persistent et qui sont dus justement à la non-linéarité du traitement des opérations tout au long de la journée. C'est-à-dire en gros qu'aujourd'hui, vous allez avoir une pondération par les volumes qui est faite sur ce cours de référence et qui explique que certains moments de la journée auront davantage de poids que d'autres tout au long de la journée pour déterminer ce fameux cours de référence. Alors donc pour résumer, aujourd'hui je pense que le Maroc a fait quand même est en train de faire une belle transition. Les opérateurs se sont totalement adaptés à ce nouveau mode de cotation. On est sur une volatilité de la liquidité qui s'est quand même relativement détendue cette année surtout. Et je pense que le Maroc aujourd'hui est relativement prêt à relever de nouveaux défis, ou tout du moins le régime de change.
Très bien. Alors, une fois qu'on a expliqué un peu le mode de fonctionnement aujourd'hui, notamment avec cette notion de liquidité qui est de plus en plus importante, qu'il va falloir suivre au quotidien pour vous opérateurs, il faut qu'on puisse aussi faire le parallèle avec d'autres expériences. Et pour ça, Monsieur Barbé, si vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez pu voir ailleurs, quelles sont les différentes mesures qui sont prises par d'autres pays qui ont des régimes de change plus ou moins proches du nôtre. Donc du coup, c'est vrai que dans le monde, il y a tout un tas de régimes de change possibles. J'ai essayé un peu de schématiser sur ce graphique qu'est-ce qui est possible. Donc c'est l'axe gris que vous voyez. À droite, on a les régimes les moins flexibles et à gauche, on a les régimes les plus flexibles. Donc à droite, c'est vraiment l'Union européenne. Donc c'est vrai que nous, on avait le franc, on n'a plus de franc. Maintenant, on a même monnaie que l'Allemagne, c'est ça, totale rigidité. Après, il y a un petit peu moins rigide, il y a le Currency Board de Hong Kong qui est un PEG, mais sans aucune autonomie de la part de la HKMA pour fixer ce taux-là. Et puis tout à fait à gauche, il y a par exemple il y a l'euro, encore un petit peu moins à droite, il y a le Singapour dollar qui est géré par rapport à un panier de devises, etc. Bon, je ne vais pas tout décrire parce que ça peut être très très long, mais s'agissant du Maroc, donc l'idée c'est vraiment qu'on bouge de droite à gauche. Hein. Le Maroc, c'est vraiment la stratégie qui est adoptée, qui est une stratégie destinée, si je comprends bien, à s'adapter au changement du monde, au fait que les échanges extérieurs sont en mutation. Hein. Quand on regarde, par exemple, là, je bouge juste rapidement au slide suivant, sur les importations du Maroc, on voit par exemple que la part de la Chine a beaucoup augmenté par rapport à il y a quelques années. La part d'autres pays aussi, comme la Turquie, ont pas mal augmenté. Donc c'est vrai que ça fait du sens de s'adapter pour un pays, à travers son régime de change, à la manière dont les échanges extérieurs changent eux-mêmes. Et puis aussi, il y a un autre objectif qui est celui d'un pays qui devient plus mature, on va dire, en termes de mix de politique monétaire et de change. Hein, l'idée du Maroc, hein, c'est, si je comprends bien là encore, dites-moi si je me trompe, hein, mais je ne pense pas, c'est de bouger vers l'inflation targeting, hein, donc de donner une place plus importante au taux d'intérêt, et ça nécessite de rendre peut-être le change plus flexible, parce que en matière de politique monétaire, il y a un moment où il faut choisir entre agir sur les taux d'intérêt, considérer que c'est l'instrument, on les monte, on les baisse pour contrôler l'inflation, ou alors chercher un ancrage par le change. Et c'est vrai qu'au départ, il y a plusieurs décennies, au Maroc, c'était un ancrage pur par le change, hein, pour essayer vraiment de s'arrimer à des monnaies, pour importer une espèce de désinflation et contrôler l'inflation. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même état, et on a un inflation targeting qui est déjà pas mal avancé, qui a déjà gagné beaucoup en crédibilité, en maturité, et donc ça fait du sens d'aller, à mon avis, vers plus de flexibilité. Et c'est aussi une manière de faire en sorte que les agents économiques, donc vous, en fait, les entreprises, mais aussi les institutions financières, s'accaparent, intègrent elles-mêmes, s'approprient les instruments de gestion du risque et se disent oui, on n'a pas la garantie d'un change qui va être avec une volatilité réduite. En revanche, nous, il faut qu'on fasse attention de bien gérer notre propre risque, et ça évite en fait d'avoir des grosses discontinuités comme on a vu par exemple dans la crise asiatique des années 90, où là il y avait tous les corporates se disaient on a un change fixe, c'est comme une assurance donnée par la Banque centrale et le gouvernement, donc on n'a rien à faire, et le jour où ça décroche très fort, et il y a des grosses pertes dans les entreprises. Donc effectivement, ça peut valoir la peine d'essayer d'avoir un système qui évite ce genre d'écueil. Alors après, qu'est-ce qui serait possible? Qu'est-ce qu'il y a sur le menu, on va dire, des différents changements du régime de change pour le Maroc? Alors, je me tourne vers l'Asie et je vois 3 pays qui peuvent donner 3 options possibles. Déjà, il y a par exemple la Corée. La Corée, c'est ce qu'on appelle un managed float. Donc il n'y a pas de référence à un panier de devises, ni à une devise. Il y a une banque centrale qui intervient, qui essaye de limiter les fluctuations. Donc ce n'est pas un flottement totalement libre comme l'euro-dollar, c'est un flottement contrôlé, un peu comme en Turquie. Sauf qu'en Corée, ça réussit. En Turquie, c'est beaucoup plus erratique, hein, parce que les fondamentaux du pays ne sont pas à la hauteur. Mais c'est une première option, c'est la Corée. Deuxième option, c'est Singapour. Singapour, c'est quoi? C'est comme chez vous, la référence à un panier de devises, mais au lieu d'avoir uniquement euros et dollars, il y a en fait un nombre indéterminé, mais les économistes estiment ça à peu près à 10 à 15 devises, qui reflètent la structure du commerce extérieur de Singapour. Et c'est un système qui est assez sophistiqué et qui a eu beaucoup de succès jusqu'au cours des dernières décennies. Sophistiqué parce que, en plus d'avoir ce panier vraiment assez diversifié,
il y a un système de biais à l'appréciation ou à la dépréciation de la devise. Par exemple, la Monetary Authority of Singapour, donc tous les 6 mois, tous les 3 mois maintenant, quand ils se réunissent, ils disent pour les 3 prochains mois, on va targeter une appréciation de notre monnaie par rapport au panier de devises. Et ça, c'est dans les circonstances où la croissance est forte, l'inflation est forte, et donc il faut contrôler l'inflation, donc on fait s'apprécier la devise. Mais par contre, ça peut être un biais flat, ou ça peut être un biais baissier si on est dans une situation où la croissance marque le pas et où il n'y a pas d'inflation, donc ça ne nous gêne pas d'en importer un petit peu. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, ce serait un système un peu plus, on va dire, hybride à la chinoise. C'est-à-dire, on a introduit de la flexibilité, on fait référence encore à un panier de devises, mais sans se lier à ce panier de devises. Et ça pourrait être aussi une solution intéressante pour le Maroc, c'est-à-dire en fait on bouge vers une situation où on n'a pas une référence qui est constante dans le temps d'un panier et on serait parfois au-dessus, parfois en dessous, mais c'est plus au niveau des fluctuations quotidiennes qu'on essaie de les limiter avec effectivement des interventions qui seraient nécessaires de temps à autre. Qu'est-ce qui, moi, il me paraît le plus adapté au Maroc ? Bon, sans doute aucun de ces systèmes-là purement et simplement, mais en tout cas, moi, j'écarterais peut-être pour l'instant le système à la coréenne, qui peut-être serait un trop grand pas, trop rapide, vers trop de flexibilité à gérer, et peut-être ça vaut la peine encore de continuer la transition pendant une période où les agents de plus en plus s'approprient les outils pour gérer le change, les fluctuations, etc. Donc peut-être la Corée, pour moi, c'est pas forcément la bonne solution pour maintenant. Singapour, peut-être pas non plus, parce que Singapour, donc ce système de panier avec bien l'appréciation, la dépréciation, 12 à 15 devises dans le panier, etc., c'est un peu compliqué à gérer et c'est adapté aussi à un petit pays qui a vraiment besoin de garder un ancrage fort par le change pour contrôler l'inflation. En fait, il n'y a pas vraiment de politique monétaire autonome à Singapour. Et en plus, Singapour, c'est un pays qui a énormément d'épargne, des gros excédents courants, des fondamentaux qui sont vraiment béton, des taux d'épargne, donc comme j'ai dit, qui sont proches de 50%, donc ça permet vraiment d'avoir des positions financières vraiment très, 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 très solides. Et du coup, je pense que ce n'est pas forcément adapté à une situation qui ne serait pas celle de Singapour, qui est celle d'un pays plus peuplé, plus grand, peut-être moins ouvert commercialement, mais avec la volonté d'avoir une politique monétaire qui a plus de pouvoir, qui est davantage autonome. Donc moi, j'aurais tendance à dire, pour continuer sur la lancée de ce qui a été fait ces dernières années et décennies, comme tu décrivais, c'est de garder une référence euro-dollar. Pas besoin d'introduire plein de devises, parce que c'est vrai que l'Europe, c'est quand même la grosse référence du commerce extérieur du Maroc. Mais de plus en plus, il y a de la Chine, il y a de la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui est plutôt dollar pour l'instant. Il y a aussi le Brésil, qui augmente beaucoup, parce que vous exportez de plus en plus vers le Brésil. Mais néanmoins, grosse référence à l'Europe, c'est à mon avis ce qui est nécessaire. Donc moi je garderais, enfin on ne me demande pas mon avis trop au niveau officiel bien sûr, mais si on me demandait, je dirais qu'on garde l'euro, dollar, avec une plus grosse part de l'euro. Peut-être à terme, dans 10 ans, on met un peu de devises asiatiques dans le panier pour vraiment prendre en compte l'essor des échanges avec la Chine notamment. Et puis j'aurais tendance à dire on bouge vers une fluctuation quotidienne qui serait capée. Mais là, le danger de ça, c'est qu'il faut quand même avoir des réserves de change, il faut avoir une grosse crédibilité. On adopte, si on bouge vers ce genre de système, on devient un peu dans la situation d'un parent qui considère ses enfants, donc les enfants c'est le marché, et qui lui dit tu manges un peu de confiture mais pas trop. Et le jour où vraiment l'enfant met la main trop profondément dans le pot de confiture, donc c'est-à-dire où le marché veut emmener la monnaie là où les autorités ne veulent pas qu'elle aille, il faut taper un grand coup et il faut vraiment se faire respecter. Donc ça, c'est quelque chose d'important, mais ça peut se faire via les taux d'intérêt. C'est-à-dire que ça peut être une bonne méthode aussi quand le marché veut emmener vers la dépréciation trop la monnaie du pays, monter ses taux d'intérêt de manière assez rapide et assez forte, ça peut permettre de faire office d'un coup sur le doigt et le marché du coup apprend de cette manière-là. Donc voilà, ce serait un peu ce genre de système. On garde la référence à un panier assez simple où l'euro a une grosse part, peut-être l'Asie un peu plus demain, et puis on joue plutôt sur les fluctuations quotidiennes permises, qui est ce que la Chine fait en ce moment.
Alors, personnellement, je pense qu'on n'a aucune vue sur ce que va faire la Banque centrale de manière certaine de ce point de vue-là, mais ce qu'on peut se dire, c'est que forcément, il y aura de plus en plus de flexibilité dans les années à venir. Et qui dit flexibilité, dit volatilité, dit surtout la notion de liquidité, où il faut être capable, en tant qu'opérateur, d'appréhender cette notion, de la comprendre, de savoir comment elle se constitue, comment les flux avec l'économie mondiale impactent ces cotations au quotidien. Quand on vous dit la liquidité, elle est montée, elle est descendue, c'est des choses qu'il va falloir bien appréhender. Et notamment, donc je me tourne vers toi Yasmina, comment les échanges avec l'économie mondiale, qu'ils soient financiers ou commerciaux, impactent au quotidien les cotations que vous communiquez aux clients? Alors, aujourd'hui, donc, pardon, merci, on est bon. Alors, aujourd'hui, nous avons une lecture justement de l'évolution de la liquidité. Et pour trouver, on va dire, des éléments de réponse, nous devons nous tourner vers l'économie réelle. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, depuis le début de cet élargissement, le spread de liquidité va représenter, on va dire, de plus en plus la résultante de l'écart entre de nos fameux échanges extérieurs, et aussi bien que pour les opérations courantes, en fait, que pour les opérations financières. Donc, on va noter les éléments donc, qui sont consommateurs de liquidités ou de ressources en devises, à savoir les importations de biens, les importations de services, les dépenses et IDE, IDME, avec une part importante pour les importations de biens, donc qui représentent 80% des sorties en devises. Alors, à contrario, on verra que la part justement ou plutôt la ventilation des recettes cette fois-ci en devises est présente, on va dire, des poids lourds qui sont en fait ou plutôt les plus dispersés entre les exportations de biens, les exportations de services, les recettes MRE et également les recettes IDE, IDME, avec des parts respectives d'à peu près 50% pour les exportations de biens, de 30% pour les excels de services. On tourne autour à peu près des 18 à 20% pour les recettes MRE, et on va osciller entre 1 et 3% pour tout ce qui est recettes IDE et IDME. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est l'écart justement qui se joue entre ces sorties en devises et ces recettes en devises qui va venir justement conditionner ou plutôt orienter ce fameux facteur de liquidité dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est comment justement les segments dont on vient de parler vont impacter ce facteur de liquidité. Donc on aura des éléments qui sont structurels et donc qui vont créer une tendance à cette liquidité. Et en parallèle, on aura d'autres éléments qui vont créer des écarts momentanés et qui cette fois-ci vont, on va dire, augmenter la volatilité plutôt de la liquidité. Alors juste avant de passer à la slide d'avant, merci Loubaba. J'essaie d'avancer vite. On m'a envoyé un petit message me disant qu'on avait... Je vais accélérer, ok. Très bien. On va essayer d'être rapide. Je vais dire à chaque fois, je rejoins Monsieur Taha Jaïdi, comme ça sera plus simple. Non, vas-y. Non, donc plus sérieusement, alors, ce que je voulais juste préciser, juste avant de passer à la slide d'après, c'est par rapport aux recettes MRE. Donc, les recettes MRE que l'on voit aujourd'hui, on peut voir que, enfin, je le dis en amont, qui dessine une certaine tendance aujourd'hui sur toute la liquidité au fur et à mesure, puisqu'on va avoir des recettes MRE qu'on aura toute l'année, mais on aura une accentuation à certaines périodes qui va venir justement détendre le marché. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, merci Loupa. Donc, si on rentre maintenant un peu plus, justement dans la contribution de tous plutôt des segments les plus importants justement sur ces sorties et ces recettes en devises. Donc, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc les importations de biens. Donc, on voit que les poids sont relativement équilibrés. Donc, on a les demi-produits, les produits finis de consommation. Vous avez les produits bruts, et également la facture énergétique. Et en face, au contraire, au niveau des exportations, vous avez certains secteurs qui sont quand même relativement importants et qui ont un poids relativement important, à savoir l'agriculture,
et l'industrie agroalimentaire en général, et tout ce qui est donc phosphate et dérivés de phosphate. Alors, si on regarde bien le graphe, on aurait tendance à dire que le secteur automobile serait le plus gros driver justement de cette détente de liquidité. On tient à préciser que, vu qu'une bonne partie de cette activité est relativement offshore, elle ne va pas directement impacter la liquidité. Alors, pour revenir à donc ce qu'on disait auparavant, donc on se rend compte qu'aujourd'hui, certains secteurs vont dessiner une tendance à cette liquidité, à l'instar de la facture énergétique. Donc, on voit aujourd'hui clairement, avec la hausse, notamment en 2022, avec la hausse des prix matières premières, qu'on a une hausse justement de la facture énergétique qui a permis au spread de liquidité de se resserrer, d'aller chercher cette bande de 5% durant l'année 2022. Alors, en contrepartie, on voit en face qu'au niveau des exportations, notamment de phosphate et de produits dérivés, que cette hausse, ou plutôt ce resserrement, a été compensé par la hausse des exportations durant cette année. Et d'ailleurs, enfin, on va dire le resserrement de la liquidité pour aller chercher la bande supérieure n'a été touché qu'au dernier trimestre de cette année, en raison justement d'un affaiblissement des exportations, notamment de ce secteur, qui n'ont pas pu justement permettre une détente réelle, ou plutôt compenser à ce moment-là les sorties en devises, et donc qui ont fait que la liquidité a atteint les 5%. Alors, je vais passer comme ça, on sera plus rapide. Alors, donc maintenant qu'on a parlé justement de ces secteurs, on va dire tendanciels, qui vont créer une tendance justement à ce spread de liquidité. Alors, je précise simplement que, ce n'est pas le seul secteur, mais il y aura d'autres secteurs. C'était vraiment pour donner un exemple de justement ces écarts entre ces sorties, ces devises qui vont créer cette tendance à ce spread de liquidité. Alors, en parallèle, on va avoir d'autres secteurs qui auront plutôt une certaine cyclicité, qui présentent une certaine cyclicité, et je parlerai en particulier du secteur de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire en général, aussi bien à l'import qu'à l'export. Donc on sait, et là je rejoins M. Taha Jaïdi, comme on le savait, le secteur agricole est quand même un élément important de l'économie marocaine, et donc forcément, certes, on a moins de dépendance, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ça représente quand même une part importante de l'économie marocaine. Et donc aujourd'hui, l'évolution, on va dire, de l'activité agricole et de la campagne agricole au Maroc va impacter non seulement la production locale, mais également tout ce qui est échange extérieur. Et donc, on remarquera qu'au côté importation, donc à l'import, le secteur agroalimentaire présente une certaine cyclicité, notamment au premier et au second trimestre de chaque année, avec des pics que l'on a remarqués au niveau du mois d'avril, où on a des importations qui peuvent atteindre les 5 milliards de dirhams et qui auront tendance à resserrer cette liquidité. A contrario, ou plutôt en parallèle, en regardant les exportations, cette fois-ci toujours du secteur agricole, en tout cas des principaux contributeurs du secteur agroalimentaire, on remarquera que cette cyclicité va se présenter plutôt en fin d'année et en début d'année. Et donc ce facteur-là va venir détendre la pression qu'il y a déjà sur la liquidité. Donc pour résumer, aujourd'hui on va avoir un spread de liquidité qui sera dicté par une certaine tendance, de par les écarts de certains secteurs, notamment la facture énergétique qui représente un poids non négligeable, les exportations de certains secteurs à l'instar du secteur des phosphates par exemple, les recettes MRE également qui vont dresser également cette tendance. Et en parallèle, on va avoir une certaine cyclicité d'autres secteurs qu'il faut surveiller, qui vont venir soit mettre une pression supplémentaire sur ce spread de liquidité ou encore le détendre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors en fait, cette notion-là qu'a expliquée Yasmina est très importante. Il faut savoir que cette liquidité crée une tendance qui est alimentée par des opérateurs des secteurs qui sont omniprésents tout au long de l'année. Et ça crée une tendance en fonction des conditions géopolitiques, des conditions de matières premières au niveau international. Mais après, au quotidien, on a aussi des secteurs et des opérateurs qui viennent ou de manière exceptionnelle ou de manière cyclique et qui, eux, alimentent la volatilité de cette liquidité. Et c'est, comme disait Yasmina, c'est la confrontation des flux à l'offre et à la demande qui crée un point d'équilibre en termes de liquidité
liquidité qui définit la valorisation du dirham. Et ça, c'est quelque chose de très important, cette notion d'offre et de demande et d'impact de l'offre et la demande sur la cotation du dirham qui devient de plus en plus importante dans le régime de change aujourd'hui. Donc, cette volatilité aussi nous permet et crée plutôt pour vous des risques au niveau de vos activités. Il est important pour vous, de savoir ce qui va se passer à l'avenir pour pouvoir prendre les meilleures dispositions pour gérer votre activité et aussi avoir les instruments nécessaires pour gérer ce risque-là. Donc, toujours vers toi, Yasmina, si tu peux nous donner de manière succincte les prévisions qu'on a en tant que Tijari Wafa Bank sur l'évolution notamment de la liquidité et ensuite les instruments qui peuvent être notamment utilisés par nos clients. Merci Loubaba. Alors effectivement, une fois que maintenant qu'on a essayé un petit peu de dresser, on va dire une image du fonctionnement de ce dirham, de l'impact de ce spread de liquidité, de son évolution sur les dernières années, on peut apprendre, on va dire, de nos expériences passées et justement dresser 3 scénarios sur l'évolution potentielle de la liquidité pour l'exercice 2025. On notera le scénario central que l'on privilégie, bien entendu. Donc, c'est un scénario où on aurait potentiellement une stabilité des prix hydrocarbures, où il n'y aurait pas d'opération exceptionnelle sur le marché et on aurait un maintien du niveau de recettes éméreux. Alors, à ce moment-là, en prenant en compte les niveaux de liquidité actuels, on se retrouverait sur des niveaux de liquidité entre moins 1,5% et 2% à peu près sur tout l'exercice 2025. Alors, on a bien entendu, vous pouvez voir sur la slide, des scénarios extrêmes, notamment un scénario resserrement et détente, que je vous laisserai le soin de regarder en détail, mais on essaiera de focaliser davantage sur le scénario central, à savoir le fait que justement on va passer sur une liquidité qui au début d'année qui sera autour des 1%. Par la suite, le marché aura tendance à se resserrer pour aller chercher les plus 2%, avec ce que l'on a cité tout à l'heure, justement, une tension sur les importations, potentiellement des opérations de dividendes de plus en plus importantes ou potentiellement des opérations de dividendes, quoi. Et pour la suite, aller chercher les moins 1,5%, où le marché aura tendance à se détendre en prévision de la campagne estivale, pour par la suite aller chercher ce fameux niveau d'équilibre dont on a parlé tout à l'heure, qui se situe au niveau du mid, autour des 0%. Je tiens à préciser que ce scénario est pris en compte, ou plutôt on a émis ce scénario central dans les conditions de marché actuelles. À noter que tout changement ou toute opération exceptionnelle ou tout autre événement qui pourrait subvenir, que ce soit en local ou en externe, pourrait faire que ce scénario serait complètement différent de ce que l'on pourrait avoir aujourd'hui et pourrait soit tendre vers un scénario plutôt resserrement ou détente, ou encore un mix de tous ces scénarios-là. Alors, pour gérer cette volatilité et ces risques qui émanent des nouveaux paramètres du marché d'échange, quels sont les produits, au-delà de ce qu'on peut voir de manière classique, c'est-à-dire le terme et le forward, qu'est-ce qu'on peut proposer d'atypique en tant que salle des marchés de Tijari Wafa Bank? Alors effectivement, aujourd'hui, plusieurs produits s'offrent à vous. Je pense que tout le monde connaît déjà tout ce qui est couverture à terme classique. Je préférais parler aujourd'hui de tout ce qui est couverture optionnelle, puisque l'avantage de ce type de produit est qu'il vous offre une possibilité de profiter de tout ce qui est évolution favorable de marché. À titre d'exemple, on va citer le tunnel, qui est une combinaison de 2 options de sens inverse qui vont vous permettre de compenser partiellement plutôt totalement, le coût de cette prime. L'idée à travers cette stratégie, justement, est de profiter de l'évolution favorable du marché jusqu'à un certain niveau, qu'on appellera ici seuil de profitabilité. Alors, à noter que cette stratégie, avec cette stratégie, vous pouvez avoir une stratégie où vous décaissez de la prime, comme vous pouvez avoir ce que l'on appelle une stratégie zéro cost, qui est calculée de telle sorte à ce que vous ne décaissiez aucune prime au début. Alors, ce produit peut être traité aussi bien à l'import, à l'export, sur de l'euro ou du dollar, sur des échéances allant jusqu'à 1 année. L'idée par la suite est vraiment de déterminer soit votre niveau de couverture que vous souhaitez, soit le seuil de profitabilité maximal.
Alors, pour les avantages, les inconvénients, je vous laisserai le temps de voir en détail, mais pour résumer, c'est un produit qui vous protège totalement contre les évolutions défavorables du marché et qui vous permet de bénéficier d'une partie de l'évolution favorable du marché. Donc, en termes d'inconvénients, c'est une stratégie où vous ne pouvez pas profiter d'une manière indéfinie de l'évolution favorable du marché puisqu'elle s'arrête au seuil de profitabilité. Alors, si on parle maintenant du second produit qui est celui du terme participatif. Alors, ce produit va combiner à la fois l'achat, enfin plutôt un terme classique et l'achat d'une option vanille qui vont vous permettre déjà d'une part d'être totalement protégé contre les évolutions défavorables du marché, mais de profiter d'une partie de l'évolution favorable des cours à hauteur d'une certaine participation qui est fixée à l'avance. C'est-à-dire que ce pourcentage de participation représente la part du nominal sur laquelle vous allez profiter de cette évolution favorable. Alors, à noter que ce produit peut également être traité à l'import ou à l'export, sur de l'euro ou du dollar, et sur des maturités allant jusqu'à 1 année. Alors, pour résumer, aujourd'hui, vous avez un nombre, plusieurs produits que vous pouvez traiter, des stratégies optionnelles diverses. L'idée aujourd'hui, il me semble que le plus important aujourd'hui est d'abord de définir votre risque de change de manière claire et son évolution à travers le temps. Et par la suite, de trouver la stratégie de couverture de change qui sera le mieux adaptée à votre situation, à votre profil de risque déjà d'une part, à la nature de votre activité également, à vos besoins de trésorerie notamment. Est-ce que vous êtes prêt à décaisser une prime ou pas? Et tous ces éléments-là, combinés, feront qu'on ne pourront vous proposer la stratégie la mieux adaptée par rapport à votre besoin. Très bien. Alors, au-delà de gérer votre risque de change qui vient à post-opération, il est aussi important qu'on vous accompagne sur la partie mise en place de l'opération. Et à ce moment-là, je me tourne vers toi, Adil. Si tu peux nous expliquer quels sont les défis que rencontrent les entreprises marocaines aujourd'hui en termes de trade finance. Alors j'ai une question moi aussi, j'ai combien de temps? Ce que tu veux. Très bien, non, alors, très rapidement. Non, alors je voudrais d'abord rappeler certains éléments qui gravitent autour du trade finance. Hein, donc cette économie réelle dont tu parles, les opérations réelles. Alors la première, je vais peut-être faire circuler la diapo. Voilà. C'est bon, ça ira. Voilà, alors la première, il faut garder en tête que la chaîne de trade finance, la chaîne de valeur est complexe. Il y a beaucoup d'intervenants dans la banque et en dehors de la banque. Dans la banque, nous avons les centres d'affaires, les grandes agences qui font cette activité. Nous avons une équipe au niveau du siège. Nous avons les services de traitement, nous avons les services de conformité, le juridique, et j'en oublie encore. Et en dehors de la banque, comme vous le savez, nous avons aussi les importateurs, les exportateurs, la douane, les transporteurs, les assurances. Donc c'est une chaîne qui est extrêmement complexe. Le deuxième aspect qu'il faut garder en tête, et ça a été un peu dit tout à l'heure, il y a une amélioration de la perception du risque pays Maroc, et qui se traduit d'ailleurs dans l'upgrade qu'il y a eu en termes de rating cette année. Et cette amélioration de la perception du risque Maroc, elle est quand même comparable à ce qui se fait. Et ce qu'on a au niveau du continent africain, le Maroc, comme tu l'as dit, Tara, a été résilient. Et ça, c'est important dans les relations que vous, entreprises, vous pouvez avoir avec le reste du monde. Voilà. Donc, par exemple, on s'attend à ce que, dans les années à venir, l'open account soit plus facilement utilisable, puisque la perception de risque du Maroc s'est améliorée. Alors, elle s'est améliorée pour plusieurs raisons. Tu as montré tout à l'heure les fondamentaux qui se sont améliorés, mais on a aussi la diversification des ressources en devises du Maroc. Moi, j'ai connu une époque à mes débuts, puisque j'ai travaillé à la salle des marchés, où un des principaux pourvoyeurs de devises sur le marché de change était l'OCP. Et quand l'OCP n'avait pas de flux qui rentrait sur le marché, on se tournait vers la Banque centrale. Aujourd'hui, il y a quand même l'émergence de plusieurs autres secteurs,
ou autres flux qui ramènent la devise, et ça c'est important dans la perception du risque Maroc et dans la perception que peuvent avoir vos partenaires à l'international. Il y a aussi des tendances. Ça a été abordé tout à l'heure par Sébastien. On a une ouverture plus forte sur le reste du monde. On a parlé du Brésil, de l'Asie. Voilà, donc il y a une diversification des partenaires commerciaux du Maroc. Il y a aussi des accords de libre-échange, comme vous le savez, qui ont été signés avec différentes parties du monde, l'Europe, la Turquie, les États-Unis. Donc tout ça pèse, tout ça joue. Et enfin, il y a un dernier point important, c'est la vocation de hub africain que souhaite jouer le Maroc et que le Maroc joue déjà aujourd'hui pleinement. Donc à garder en tête tous ces éléments lorsqu'on parle du trade finance. Alors, pour répondre à la question, sur les défis, il y en a 4 principalement. Le premier, une entreprise cherche à vendre, cherche à exporter aussi, et donc doit être en quelque sorte accompagnée. Elle a besoin d'avoir plus d'informations sur les marchés qu'elle envisage. Elle a besoin de mieux connaître les réglementations des marchés qu'elle va pénétrer. Il y a aussi les habitudes de paiement dans chaque marché, des spécificités, des manières de faire. Et il faut aussi surtout trouver des partenaires commerciaux fiables et avoir le temps aussi de les connaître dans le temps. Alors pour cela, les solutions classiques ou les plus utilisées que propose notre banque, c'est la lettre de crédit qui garantit en définitive le paiement pour l'exportateur si les conditions de la lettre de crédit sont respectées. Et après, on a les différentes variantes qui peuvent être la lettre de crédit transférable, qui est transférée donc au sous-traitant, ou bien également la Standby Letter of Credit, qui, elle, est plus pratique, puisque pour une série d'opérations que vous allez faire avec votre contrepartie, on peut avoir une garantie globale qui couvre ces opérations pour éviter la lourdeur. Donc voilà un peu pour le premier défi. Donc le deuxième défi, et il a été un peu abordé en partie, c'est la gestion des risques commerciaux et de change. Donc le change, on en a parlé, la volatilité augmente, enfin, théoriquement peut augmenter, puisque la bande de fluctuation est plus large, avec la libéralisation de change à venir, avec les chocs exogènes qu'on voit de plus en plus. Donc il y aura de la volatilité, et ça peut être un sujet pour les entreprises marocaines. Et il y a aussi le risque de non-paiement qu'on peut avoir avec des clients, surtout lorsqu'on ne les connaît pas, lorsqu'ils sont nouveaux, et lorsqu'ils sont aussi sur des nouveaux marchés. Donc pour répondre au sujet, je ne vais pas m'étendre sur ça, de volatilité de la devise, donc Yasmina a présenté des produits assez souples qui permettent de gérer ce risque. Et c'est le risque de non-paiement. Alors, lorsque Attijari n'est pas confortable sur ce client parce qu'elle voit un risque ou elle ne le connaît pas bien, donc on a tout un mécanisme qu'on peut actionner. D'abord des assurances qu'on peut vous vendre dans le cadre de package. On a aussi le factoring. Et au niveau d'Attijari, c'est Attijari Factoring, qui est en partenariat avec d'autres factoring à l'international, mais qui est aussi en partenariat avec des assurances du style Allianz, qui ont une bonne connaissance des risques globalement au niveau de beaucoup de pays. Et lorsqu'on n'y arrive pas, on a aussi au niveau de la banque des partenariats avec des supranationaux comme la SFI, Afreximbank, voilà, qu'on peut actionner en fonction des différentes situations. Le troisième défi, et non des moindres, c'est le respect des exigences réglementaires et de la conformité. Alors, on a aujourd'hui une grande complexité réglementaire. Vous avez tous entendu parler de l'OFAC aux États-Unis. Il y a aussi plusieurs décisions au niveau de l'Union européenne. Et les banques qui ne respectent pas en fait ces réglementations sont soumises à de lourdes sanctions. Voilà. Et donc les banques doivent être très vigilantes sur les opérations
qui sont traités à l'international. Par exemple, très récemment, il y a une banque turque très sérieuse qui, je ne sais pas pour quelle raison, c'est peut-être un risque opérationnel ou autre, a fait passer dans ses livres des opérations en rapport avec le pétrole au niveau de la Russie. Et cette banque donc, va être certainement sanctionnée très lourdement aux États-Unis. Et ces sanctions s'expriment en milliards de dollars. Donc ça, c'est un point de vigilance important pour les banques, mais aussi pour vous, clients, puisque dans la chaîne de trade, lorsque vous allez traiter avec votre banque, donc avec Attijari, on a après toute une chaîne de correspondants au niveau de l'international. Et si pour une raison ou une autre, l'opération ne passe pas dans le filtre, parce qu'elle ne respecte pas ces réglementations, ben, votre opération est bloquée. Donc elle est bloquée et c'est un sujet. Voilà. Après, les solutions que nous avons par rapport à ça, ben, c'est tout naturellement de travailler avec vous sur ces sujets de conformité. C'est vous informer, c'est structurer avec vous des opérations. On a régulièrement des clients qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, est-ce que je peux traiter tel produit avec la Russie? Est-ce que je peux traiter tel produit avec tel pays? Donc on est là aussi pour vous accompagner sur ça. Et on fait aussi de la veille réglementaire pour nos clients, pour qu'ils se préparent. Alors, par exemple, au niveau de l'Union européenne aujourd'hui, il y a un sujet sur le green, le brown, et le régulateur européen sera de plus en plus vigilant sur ça. Et donc les entreprises qui exporteront des produits qui sont brown, donc pas très verts, pas très écologiques, etc., le feront de plus en plus difficilement ou ils seront de plus en plus coûteux pour exporter. Donc il faut anticiper ces aspects totalement. Voilà. On a aussi des contraintes qui se profilent en termes d'ESG. Donc les entreprises qui ne respectent pas certaines normes ESG auront aussi de plus en plus de difficultés à exporter. Voilà. Donc tout ça sont des points de vigilance qui existent et pour certains qui sont à venir et qu'on partage aussi avec nos clients et qu'on peut aussi discuter avec vous. Le dernier défi, c'est la problématique de financement et de liquidité. Donc, toute entreprise a un cycle commercial et doit donc gérer sa trésorerie en fonction de son activité. Et donc, par rapport à ça, on a des solutions que nous proposons. C'est d'abord le préfinancement des exportations. Donc, une entreprise qui va exporter a besoin de financement pour produire ce qu'elle va exporter. On a aussi le financement des importations. Certaines entreprises qui ont des besoins de liquidité ont besoin d'un financement pour importer et pour payer la marchandise, le temps de pouvoir la revendre. Et en fait, on a aussi, pour des raisons de liquidité, les avances sur créances d'exportation, que cela se fasse en devise ou en dirham, selon le besoin de l'entreprise. Voilà pour les 4 défis. Alors, de manière plus concrète, c'est quoi les solutions qu'on propose à nos clients pour leur faciliter l'activité à l'international? Et je pense qu'on peut passer au slide suivant. Oui. Je me permets de poser la question. J'ai parlé tout à l'heure volontairement au début de la chaîne de trade qui est complexe, qui part du client au Maroc et qui va jusqu'à l'international en impliquant des acteurs financiers et pas que l'importateur étranger ou l'exportateur étranger. La première chose, il faut avoir un large réseau de correspondants bancaires internationaux qui couvrent tous les continents, puisqu'aujourd'hui les entreprises marocaines, avec la diversification dont j'ai parlé tout à l'heure, opèrent dans l'ensemble des continents, que ce soit l'Europe, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient. Et donc il faut avoir ce réseau de correspondants pour pouvoir exécuter ces opérations, puisque ces correspondants se trouvent souvent dans le pays qui reflète la devise en fait, échangée. Alors avoir ce réseau, c'est important. Donc comme je dis, ça facilite les paiements. Ça permet aussi de réduire les coûts, puisqu'avec ces correspondants, on a une relation de business, on a une relation de flux qu'on envoie.
Et le plus on a des flux, le plus on a mesure de négocier de meilleures conditions qu'on répercute sur nos clients. Alors, il faut savoir que l'entretien de ce réseau de correspondants est coûteux. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure de conformité, et qui sont de plus en plus lourdes, et qui évoluent très régulièrement, chaque année, sensiblement, c'est un coût. C'est un coût. Avoir un compte avec un correspondant étranger, le correspondant étranger a des due diligence à faire, et s'il n'y a pas assez de flux qu'on envoie vers lui, naturellement, il nous dit de fermer. Voilà. Donc, c'est un réseau qu'il faut choisir attentivement et l'entretenir. Alors, l'autre aspect important sur lequel Attijari investit pour mieux vous accompagner, c'est sa présence à l'international. Alors aujourd'hui, Attijari est présent dans 15 pays en Afrique, 7 pays en Europe et à 8 bureaux de représentation. Donc tout ça est fait pour accompagner les clients marocains vers ces nouveaux marchés, mais aussi pour, aussi dans les pays de présence, dynamiser l'activité trade avec nos autres pays de présence. Donc on est là pour aider nos clients, où qu'ils soient, pour se connecter entre eux et, et développer ces flux financiers, ces flux commerciaux qui permettent finalement cette diversification, la recherche de produits moins chers, etc. etc. Alors, notre ambition ne s'arrête pas à ce nombre de pays. La banque et ses informations publiques regardent aussi les opportunités dans d'autres marchés porteurs sur le continent, dans cet esprit de toujours servir le client mieux et de pénétrer ces marchés, parce que finalement, avoir une banque qui connaît ces marchés facilite en fait vos flux avec les fournisseurs qui sont sur ces marchés en fait. Voilà. Alors l'autre point important que je voudrais mentionner, en étant dans ces marchés, on connaît bien les réglementations locales et les besoins des clients. Et un atout que nous avons, nous, au niveau de Attijari, c'est qu'on est présent en Europe. Nous sommes présents en Europe, qui a une réglementation assez avancée. Donc, on voit les choses venir et on prépare nos clients à ces nouvelles contraintes, comme je le disais tout à l'heure. Alors là, le dernier point que je mentionnerai, peut-être, ou l'avant-dernier point, c'est la mise en relation de nos clients avec les importateurs et exportateurs. Alors, c'est un service non financier. Donc, le trade et l'exécution de la transaction, c'est financier, mais il y a aussi des services non financiers. Alors, à titre d'illustration, nous avons développé un concept qui s'appelle le Club Afrique Développement. Certains d'entre vous le connaissent. Qui opère dans tous nos pays de présence et qui a pour vocation assez régulière de mettre en relation nos clients, voilà, pour qu'ils puissent traiter entre eux, faire des opérations entre eux de commerce extérieur. On a aussi un événement important, le Forum international Afrique Développement, qui se tient à Casablanca tous les 2 ans et qui débat de thématiques liées justement au développement du trade et des échanges, voilà, et qui permet aussi de connecter les clients entre eux. On a aussi, et ça a été mentionné tout à l'heure, la ZLECAf, l'accord de libre-échange en fait, au niveau du continent africain, dans lequel notre banque est très impliquée. Et on a aussi un bureau de représentation très actif en Chine, et qui aujourd'hui suit de manière très précise, très pointue, les transactions, les flux commerciaux entre la Chine et nos pays de présence, et notamment le Maroc. Alors, l'autre accompagnement important que nous voyons aussi avec nos clients, c'est des rapports réguliers sur les risques politiques, économiques, sur les marchés dans lesquels ils opèrent. Et pour ça, on a une équipe
de financial institutions, donc qui couvrent les institutions financières à l'international. On a aussi des équipes risques dans la banque qui font des études très détaillées, etc., sur les marchés, justement pour mieux vous informer, vous me renseigner, mieux vous orienter. Ok. Alors, à l'ère de l'IA et de la digitalisation, quelles sont les solutions qu'on peut offrir de manière concrète et précise à nos clients en termes de trade finance? Bon, l'innovation digitale nous touche tous. Elle touche aussi le trade finance. Donc, c'est une des grandes ruptures que nous avons avec les sujets de conformité dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on a plusieurs services digitalisés qui ont été livrés, beaucoup d'autres qui sont en cours. Alors, parmi ce qui a été livré, on a le portail CIB aujourd'hui, qui est un point d'entrée unique pour notre clientèle et sur lequel il y a une brique Trade Finance. Voilà. On a aussi une plateforme qui s'appelle Attijari Business. Donc c'est une communauté digitale qui permet en fait aux entreprises marocaines de se connecter avec des entreprises du reste du monde, que ce soit à l'export ou à l'import. On a aussi une autre solution qui s'appelle Swift Track, et qui permet en fait d'avoir la traçabilité de vos opérations et de savoir en fait où est-ce qu'elles se situent jusqu'à l'arrivée finale auprès du compte du destinataire. Elle est opérationnelle depuis mai 2024. Mais en fait, le plus important, c'est que ces innovations en fait, sont vivantes. La technologie évolue rapidement. Et donc, le plus important, c'est que nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où tout ce que je suis en train de dire va évoluer, va se transformer, va avancer, etc. Et l'objectif final qu'il faut garder en tête, c'est la réduction des délais. C'est ce qui est recherché. C'est aussi l'amélioration de l'expérience client, l'expérience client. Mais je voudrais juste mentionner un dernier point avant de conclure, c'est qu'en raison de la complexité que j'expliquais tout à l'heure au début sur la chaîne de valeur trade, la digitalisation aura toujours ses limites. Elle aura ses limites. On ne sera jamais, à mon sens, dans une digitalisation parfaite à 100%, pour plusieurs raisons. Il y a des points d'étape au niveau du trade finance, comme les factures, le connaissement, les certificats d'origine et plein d'autres aspects qui sont encore sous le format papier. On a aussi des divergences entre les réglementations de l'importateur, de l'exportateur, donc on n'est pas sur les mêmes formats. On a d'autres aspects qui sont très différents. Par exemple, dans certains marchés, la signature digitale est acceptée, dans d'autres, il faut un papier. Donc voilà. Donc il y a tellement de différences entre les différents marchés qui importent et qui exportent entre eux qu'on pourra difficilement digitaliser. Et si en plus je rajoute la couche conformité qui bouge en permanence et la complexité de certaines opérations, donc oui pour le digital, mais le manuel, l'intervention humaine sera toujours là. Très bien. Alors, on va conclure sur cette dernière phrase. Donc déjà, je vous remercie pour votre disponibilité, pour la qualité des exposés, les informations que vous nous avez données. Alors, avant de passer à un cocktail dînatoire qui vous sera proposé à l'extérieur, je tenais à vous remercier sincèrement pour votre présence. Je sais qu'en fin de journée, tout le monde est fatigué, tout le monde a des contraintes et vous êtes toujours quand même, malgré ça, avec nous jusqu'à la fin. Donc, je tenais vraiment à vous remercier sincèrement. J'espère que la qualité des intervenants vous a plu. Donc, merci beaucoup à eux et à vous surtout. Je vais quand même donner la parole au directeur de la salle des marchés, Si Mohamed Filali, pour le mot de clôture et après, on passera au dîner. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je pense que c'est préférable et c'est plus facile de les donner de gré à gré. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. On pourra vous expliquer toutes choses. Alors, je te donne le micro. Bonsoir à tous. Chers partenaires, je tenais simplement à vous remercier pour votre participation à ce séminaire. Je pense que votre présence a grandement contribué au succès de ce séminaire. Alors, comme vous l'avez vu, le but, c'était d'aborder un peu la situation macroéconomique
les faits marquants et les perspectives de la situation macroéconomique, aussi bien au niveau international que mondial, avec nos chers experts, et avoir un peu les répercussions de cette situation sur les marchés financiers. On a également abordé avec Adil et Yasmina les solutions en matière de gestion de risque de change, les solutions en matière de trade finance. On a vraiment grandement apprécié votre intérêt pour ces thématiques qui témoignent une fois de plus de votre engagement à comprendre les défis auxquels sont confrontées les entreprises marocaines, surtout dans ce contexte qui est si particulier. Alors, je voulais juste vous dire que notre équipe d'experts se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Et on est disposé plus que jamais à continuer à vous accompagner dans la réussite de vos objectifs financiers, en vous proposant des solutions qui soient adaptées à vos besoins. Enfin, je vais juste terminer rapidement par remercier notre modératrice, à remercier nos chers intervenants et tout le monde pour la qualité des échanges qui ont participé au succès de ce séminaire. Merci à tous encore une fois pour votre confiance, pour votre participation. Et puis, je vous donne rendez-vous à une prochaine édition. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va passer au cocktail dinosaure et puis on pourra discuter plus facilement là-bas. Merci beaucoup encore une fois.